Clark n'avait effectivement plus beaucoup de choix. Il fallait qu'elle disparaisse de cette terre à tout jamais. Il fallait qu'elle disparaisse à tout jamais, il fallait qu'elle meure, il fallait qu'elle fasse croire aux gens qu'elle n'était plus là. Effectivement, elle n'avait plus beaucoup de choix. Il fallait qu'elle choisisse ou qu'elle passe à l'action avant que quelqu'un ne choisisse pour elle, avant que, avant que quelqu'un ne se mêle de ses affaires et ne fasse ça pour elle. Alors un soir, elle s'est préparée à toutes les éventualités. Un soir, elle s'est préparée à toutes les éventualités pour disparaître de cette terre. Alors qu'elle s'était préparée, elle avait garé la voiture sur le côté. Elle avait garé la voiture blindée sur le côté. Elle s'était préparée et avait mis ses affaires en boule. Elle avait mis ses affaires en boule au pied d'un arbre, avait accroché une corde. Alors qu'elle était à genoux, juste devant l'arbre. Juste devant l'arbre, elle était à genoux et avait son arme pointée sur sa tempe. Elle avait son arme pointée sur sa tempe, elle regardait l'arbre et ne regardait pas derrière elle. La première chose qu'elle a fait, c'était penser qu'elle allait vraiment le faire. Ensuite, elle s'est retournée et a vu un animal vivant. Elle a vu un animal vivant se relever et partir dans la forêt. Quand elle a vu ça, elle s'est retournée. Elle a regardé Police depuis la tour de police depuis la montagne. Elle s'est levée et est allée tout au bord de la montagne, a regardé le précipice, a pris son arme et a tiré en plein milieu de la vallée. Quand elle a tiré en plein milieu de la vallée, elle s'est alors couchée par terre, faisant semblant d'être morte. Plus tard, une équipe est arrivée. Et a vu Clark complètement morte. Une personne en a déduit qu'elle était morte, mais une autre personne s'en est mêlée et a mis sa main alors sur son cou pour vérifier son pouls. Clark s'est alors relevé, redressant légèrement et très lentement son bras pour qu'on ne puisse voir aucun mouvement. Elle a pris son couteau et a sectionné la jugulaire de l'homme. Alors que l'homme eut à peine le temps de retirer son doigt et de se relever, sa jugulaire était déjà sectionnée, sa carotide et sa veine cave. Alors qu'elle avait sectionné 3 veines en même temps, qu'elle avait enfoncé son couteau dans son cou, elle avait retiré l'homme qui s'était effondré de tout son poids sur elle. Elle s'était relevée, elle s'était couverte de sang, elle s'était couverte le visage de sang et s'était fait des tatouages de guerre. Elle s'était fait des marques de guerre sur les yeux, avec de la terre et avec du sang. Du sang qu'elle avait été récupéré dans le cou de l'homme, dans sa jugulaire, dans sa carotide et dans sa veine cave qui avait été sectionnée. Alors qu'elle avait été récupérée le sang, elle y avait trempé le bout de ses doigts et y avait fait des tatouages de guerre. Elle était partie avec la voiture, car elle savait qu'il y avait encore des gens à ses trousses, ceux du mont Weather. Depuis ce qui s'était passé au mont Weather, elle savait qu'il y avait encore des gens à ses trousses. Et pour trahison, il y avait même son peuple, le peuple du ciel, qui était encore à ses trousses. Elle s'était arrêtée dans un endroit, une grotte qu'elle avait trouvée. Une grotte qu'elle avait trouvée dont elle ignorait complètement l'existence. Mais quand elle s'y est arrêtée, elle a posé la voiture juste à côté et a remarqué que juste devant, il y avait des arbres qui poussaient. Elle a déplacé les racines, a sectionné les racines, et des racines de ces arbres, il y avait un jus blanc, un petit peu sucré qui coulait. Alors qu'il y avait ce jus blanc un petit peu sucré qui coulait. Ça avait une odeur bizarre, mais lorsque c'est tombé sur sa main, lorsqu'elle a goûté, c'était plutôt bon et assez rafraîchissant. Elle en a rempli beaucoup de seaux. Elle en a rempli beaucoup de seaux qu'elle a sortis de l'arrière de la voiture blindée. Elle a rempli beaucoup de seaux, a sectionné et a coupé le plus de branches d'arbres possible, et le plus des arbres possible, elle a fait des entailles dans tous les arbres qu'elle avait trouvés, qui poussaient autour de cette grotte. Elle a rempli alors les seaux de ce jus blanc assez visqueux qui coulait à l'intérieur de l'arbre. Lorsqu'elle a rempli tout ça, elle est rentrée à l'intérieur de la grotte. Elle s'en est nourrie pendant des jours et des jours avec ce liquide blanc. Elle s'en est nourrie pendant des jours et des jours, ce liquide blanc transparent. Ça avait un goût sucré, un peu amer et acide, un peu suave. Alors qu'elle se nourrissait de ça, alors qu'elle se nourrissait de la sève de cet arbre, un soir, elle a remarqué que ça pouvait servir à autre chose.
Ça pouvait servir à autre chose, ça pouvait servir à nettoyer. Un soir, elle se nettoyait de ses tatouages de guerre et avait été tuée un autre animal. Elle avait été tuée un autre animal, mais il s'agissait d'un animal Il s'agissait d'un animal de recherche. Un animal de recherche que les Asgeda avaient recruté. Un jaguar. Un jaguar noir qu'ils avaient peint avec des marques de guerre. Avec des traces de guerre, un jaguar noir qu'ils avaient peint avec des marques de guerre. Elle l'avait tué, elle lui avait sectionné les veines. Elle lui avait sectionné les veines des... Quand elle lui avait sectionné les veines des pattes, il est tombé. Il est tombé par terre. Il s'est couché au sol. Elle est restée à côté de lui longtemps. Et quand un Asgeda est arrivé, il a voulu l'éliminer. Elle a pris son couteau et a enfoncé son couteau le long de sa gorge. Le long de sa gorge, elle a enfoncé juste la pointe de son couteau sur son cou, a regardé le Asgeda dans les yeux, en lui montrant l'animal mort. Elle a refait ses marques de guerre. Elle a refait ses marques de guerre, a couru jusqu'à la grotte. Elle s'est enfermée dans la grotte et et a repris alors le rideau qu'elle avait fabriqué à base de branches. À base de branches et d'arbustes, elle avait fabriqué un rideau. À base d'écorce, elle l'a refermé derrière elle, elle s'est enfermée dans la grotte, a fermé alors a fermé alors les parois qu'elle avait fabriquées, deux sortes de portes, deux sortes de portes qu'elle avait fabriquées avec des branches d'arbres, avec l'écorce de cet arbre qui était plutôt solide. Elle les avait refermées, s'est enfermée à l'intérieur, avait laissé sa voiture juste devant la grotte. Lorsqu'elle avait fermé ça, les branches et les arbres qui poussaient devant, tout le long de la grotte, l'enfermèrent à l'intérieur. Elle a attendu longtemps et les Asgeda sont partis. Elle les a entendus parler. Elle les a entendus parler et l'a cherché pendant un moment. Lorsqu'elle a entendu un Asgeda arriver avec sa flèche et avec son couteau. Lorsqu'elle a entendu un Asgeda arriver avec sa flèche et avec son couteau, juste devant la porte qu'elle avait fabriquée, la porte avec les écorces et avec les branches d'arbres. Lorsqu'elle a vu ça, elle a bougé légèrement la porte qu'elle avait fabriquée. Elle l'a bougée sur le côté et elle a regardé le Asgeda qui est parti un peu plus loin. Ils ont traîné le cadavre de l'animal, ils l'ont pris sur le dos d'un cheval et sont partis. Les Asgeda sont revenus plus tard dans la nuit. Elle a refait ses marques à partir du sang de l'animal, a refait ses marques de guerre. Elle était en train de charger ses armes à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture, elle était en train de charger ses armes, avait laissé la porte ouverte. Elle avait laissé la porte en bois qu'elle avait fabriquée à partir de cet arbre dans lequel elle avait trouvé ce jus blanc duquel elle se nourrissait. Alors qu'il pleuvait ce soir-là, quand il pleuvait ce soir-là, elle s'était mise par terre, elle s'était allongée par terre et regardait les plants. Elle regardait des plants qu'elle avait fabriqués, des plants de cette forêt qu'elle avait fabriquée elle-même. Elle regardait les plants et était rentrée à l'intérieur de la grotte. À l'intérieur de la grotte, elle regardait les plants, avait refermé derrière elle la porte qu'elle avait fabriquée. Ensuite, une fois qu'elle avait repéré où est-ce qu'elle se trouvait et où est-ce qu'elle devait aller, elle avait laissé la porte qu'elle avait fabriquée. La porte qu'elle avait fabriquée en bois, elle l'avait laissée ouverte, pour faire croire qu'elle était sortie, qu'elle était partie. Avait laissé la voiture blindée ouverte, avait laissé le coffre de la voiture blindée ouverte. Quand un Asgeda s'est approché, avec son couteau, ouvrant la porte de la voiture et regardant le coffre à l'arrière, elle a surgi de nulle part, avec son couteau lui a sectionné le cou. Elle lui a sectionné le cou avec son couteau, a pris son bras et lui a sectionné l'épaule et la clavicule. Quand sa clavicule s'est redressée vers le haut avec la pointe de son arme qui était dans son cou et qui était dans son épaule, elle l'a regardée et l'a mise par terre. Elle a pris son arme à son ceinturon et lui a tiré dans la tête, traînant le cadavre le long d'un fleuve, le jetant dans un fleuve, comme si c'était une fosse commune. Elle est ensuite partie, rejoindre son clan. Mais elle ne savait pas encore que son clan la poursuivait pour trahison. Pourquoi est-ce qu'il, pourquoi est-ce que son clan la poursuivait pour trahison? Elle ne le savait pas encore. Elle n'avait pas encore l'impression d'avoir trahi son clan. Elle disait qu'elle faisait tout ça pour Elle disait qu'elle faisait tout ça pour pouvoir justement protéger son clan, protéger le campement. Mais ils n'étaient pas de cet avis. Ils étaient d'un avis de trahison, d'un avis qu'elle était partie pour se protéger elle-même, et qu'elle était surtout partie
Depuis qu'elle avait mis à mal et qu'elle avait mis en danger tout le monde au Mont Weather, pour eux c'était de la trahison. Alors qu'ils l'attendaient, les armes chargées, alors que Octavia avec ses deux couteaux, avec ses deux alors que Octavia avec ses deux couteaux, Indra à côté avec son arme, et que tout le monde l'attendait au campement, les armes chargées. Elle est arrivée avec une voiture, Clark est sorti. Elle s'est rendue, les mains vers le haut. Les mains levées, elle s'est rendue. Elle s'est mise à genoux, et une femme est arrivée derrière elle. Une femme est arrivée derrière elle, elle l'a regardée avec son... Cette femme qui était en train de regarder Clark, de la tenir contre le sol, et de mettre son arme sur son cou, était en train de la regarder, et de lui répéter tout ce pourquoi elle était coupable de trahison. Octavia est arrivée derrière elle, l'a redressée, et l'a mise à genoux. Lorsque Clark était à genoux, elle sentait la lame des deux couteaux d'Octavia, qui étaient juste sous sa gorge, en lui répétant tout ce pourquoi elle était coupable. Alors que la jeune femme demanda à Octavia d'exécuter ses ordres, de l'exécuter. Octavia regarda la jeune femme, prit son arme, et à ce moment-là, Clark fit quelque chose auquel Octavia ne s'attendait pas. Elle prit l'arme de la jeune femme et la mit alors sur son cou. Elle la mit sur son cou en se retirant un petit peu en avant. En se retirant un petit peu en avant, elle mit l'arme de la femme sur son cou en prenant simplement son poignet, en disant que les condamnés à mort ne voyaient pas ce qui allait leur arriver lorsqu'on allait leur tirer dans la tête, et que c'était beaucoup mieux comme ça. La jeune femme s'exécuta en demandant à Octavia est-ce qu'elle pouvait tirer maintenant. Est-ce que l'exécution devait être faite maintenant? Octavia retira ses deux couteaux, regarda alors regarda la preuve de mise à mort qu'avait fait Clark. Clark avait regardé Octavia dans les yeux. Octavia, qui regarda Clark dans les yeux, avait regardé sa preuve de mise à mort, lorsqu'elle avait dit que les condamnés à mort ne voyaient pas qu'on leur tirait dans le front. Lorsque les condamnés à mort ne voyaient pas qu'on leur tirait dans le front, mais qu'il était plus facile d'être mis à mort quand on leur tirait dans la nuque. Lorsqu'elle avait entendu ça, et vu qu'elle avait fait ça aussi facilement, elle retira ses armes, l'avait poussée à l'intérieur et mise dans une cellule dans le campement, en attendant de voir ce qu'il allait lui arriver. Notre Père qui es aux cieux, pardonnez-nous nos offenses, comme à ceux qui vous ont offensés. Donnez-nous notre pain de ce jour, comme à ceux qui vous ont offensés. Amen. Autant pour l'un que l'autre, il était temps de sortir de cet enfer. Autant pour l'un que l'autre, il était temps pour quitter pour Grèce de sortir de cet enfer. Alors qu'ils ont couru longtemps dehors, ils sont arrivés devant une cathédrale. Ils s'y sont enfermés, mais à l'intérieur, ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas ce qu'ils voulaient trouver. Ils s'attendaient à trouver une petite statuette de la Sainte Vierge, avec peut-être un livre et peut-être un autel. Ils s'attendaient à trouver plusieurs rangées de bancs, peut-être 4 rangées de bancs, sur lesquels les gens pouvaient venir s'asseoir. C'était un petit endroit, une petite église qui avait été abandonnée. Cette petite église avait un toit qui était percé. Elle avait trois croix juste sur le devant. La première croix était renversée. La deuxième croix était à l'envers. La première croix, elle, était à l'endroite. Il y avait 3 croix. Ils ont décroché une croix
En tout cas, Grace a décroché une croix. Elle a pris celle qui était de travers, qui n'était plus accrochée. Quand ils sont rentrés, quand ils sont rentrés dans l'église, quitte à pousser la porte. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était le démon qui leur jouait encore un tour. Ils ont trouvé une religieuse habillée tout en blanc, couverte de sang, alors que cette religieuse était couverte de sang. Le sang paraissait de plus en plus noir en dessous, sur son habit de religieuse. C'était une jeune religieuse, une jeune femme à la peau très pâle. Une jeune femme à la peau très pâle, une jeune religieuse, une jeune novice, alors que le sang paraissait de plus en plus noir. Sous ses yeux, il paraissait juste noir, comme des larmes de goudron, comme des larmes de goudron, des larmes de masse noire, ou alors d'un liquide visqueux et noir un peu transparent. Ses yeux étaient complètement noirs, complètement obscurs, reflétaient le néant et ses yeux reflétaient le néant, reflétaient le vide complet. Cette femme les a regardés longtemps. Elle s'est avancée. Sa tête a craqué sur le côté. Ses bras étaient en train de craquer comme si ses os étaient en train de se réduire en pièces à l'intérieur de ses bras. Elle a avancé, elle essayait de parler, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Elle essayait de parler, et lorsqu'ils sont sortis, des murmures tournaient autour de l'église. Et cette femme a continué à les suivre. Cette religieuse a continué à les suivre pendant toute la traversée de la forêt. Ils sont tombés sur les créatures à trois pattes. D'anciens pensionnaires de Briarcliff. Il y avait sœur Marie-Eunice qui était tout au bout et qui était en train de les nourrir avec un seau en main. Avec un seau en main, elle était en train de les nourrir avec des morceaux de main, avec des morceaux de bras, avec des morceaux de jambes, avec des morceaux de pieds et de la viande fraîche, de la viande crue. Elle était en train de verser des seaux et de verser le reste de sang qu'il y avait à l'intérieur. Alors que cette jeune sœur, cette sœur novice avec son habit blanc, son habit de religieuse blanc couvert de sang, qui devenait de plus en plus noir en dessous et qui devenait noir au niveau de ses yeux,
juste au bord de ses yeux, des larmes noires visqueuses, presque comme du goudron, presque comme du goudron ou alors de l'essence. Elle avait une odeur bizarre, une odeur de pourri, une odeur de moisissure, une odeur de bois moisi, rongé par les vers. Quand ils sont arrivés à Briarcliff, Sir Jude les a surpris dans l'entrée. Ils étaient tout mouillés, juste en dessous de la grande statue de la Sainte Vierge. Elle était en train de regarder le livre saint. Elle s'est levée et a regardé Grace. Elle a regardé Grace et puis a regardé Kit. Leur a demandé ce qu'ils sont allés faire dehors. Ils n'avaient pas de réponse sur le moment. Sir Jude les a emmenés alors dans son bureau. Elle les a emmenés dans son bureau, a ouvert son armoire. En se retournant, elle a pris un bâton. Elle a pris un bâton et les a regardés en disant: vous refusez donc de me dire où est-ce que vous étiez parti cette nuit-là. Grace a essayé d'inventer un mensonge. Elle était en train de regarder Sir Jude avec son bâton. Elle était en train de le claquer. Elle était en train de le claquer dans sa main en disant: vous refusez toujours de me dire où est-ce que vous étiez parti. Vous faisiez peut-être un tour de Briarcliff pour vous dégourdir les jambes, alors que Kit était contre la table, Kit était contre la table et Grace aussi. Grace était contre la table aussi. Alors qu'elle allait les fouetter jusqu'au sang. Lorsqu'elle les a fouettés jusqu'au sang, quand ils sont revenus dans la salle commune, il y avait toujours cette musique qui tournait en boucle. Il y avait toujours cette musique qui tournait en boucle, en boucle, en boucle, à en devenir fou, à en devenir complètement à boule, comme cette jeune femme qui se tapait la tête contre les murs pour se faire mal et qui criait en même temps. Comme cet homme par terre, avec son vêtement gris sur lui. Ou alors cette femme encore reliée à une sonde. Cette femme encore qui était reliée à une sonde qui la nourrissait. Il y avait de la nourriture par terre car elle refusait de manger. Plus elle mangeait, plus elle se faisait vomir. Il y avait cette sonde à laquelle elle était reliée par le ventre. Et il y avait cet homme aussi, avec des aiguilles en main. Il y avait cet homme avec une aiguille en main. Une aiguille en main qu'il tenait, qui était en fait simplement une perfusion qu'on lui avait accrochée.
La perfusion était accrochée à un endroit précis. Il était reclus dans un coin où il y avait de la moisissure. On pouvait apercevoir sur son dos de la moisissure noire qui avait poussé. Sur son dos, de la moisissure noire avait poussé. Et lui continuait à retirer l'aiguille de la... Lui continuait à retirer l'aiguille qu'on lui avait mis dans le bras. Cette longue aiguille qu'on lui avait mis dans le bras, la perfusion qu'on lui avait mis sur le bras, il la retirait et il la réenfonçait. Il jouait à se faire mal avec, tout son bras était presque ouvert. Il la réimplantait, la retirait, la réimplantait, la retirait. Pour lui, c'était comme un jeu. Il l'enlevait et l'enfonçait très fort, l'enlevait et l'enfonçait très fort. Il l'enlevait tellement qu'à un moment, ça a été tellement loin que sa peau a disparu. Il l'enfonçait dans ses veines et on voyait ses veines bouger. On voyait ses veines bouger et ses nerfs bouger. La chair, il la grattait tellement fort La chair, il la grattait tellement fort qu'il faisait des trous avec ses ongles Il faisait des trous avec ses ongles sur sa peau. Il faisait des trous avec ses ongles sur sa chair. Il faisait des trous avec ses ongles à l'intérieur de sa chair et même sur ses muscles. Ses veines étaient trouées, il pissait du sang, et il y avait du sang partout. Autour de lui et sur la peau de son dos, il y avait de la moisissure noire. Ils nous regardaient tous les deux alors qu'on était devant un plateau d'échecs et tout. On était devant un plateau d'échecs et on était en train de préparer un plan. Lana Winter s'est arrivée. Quand Lana Winter s'est arrivée, elle était en train de parler avec nous, de nous demander ce qu'on faisait. Grace a regardé Lana Winters et a demandé à Kit si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Lana a dit qu'elle était journaliste et qu'elle pouvait réellement lui faire confiance, que la seule chose qu'elle cherchait, c'était échapper à ses sœurs, échapper à Sœur Jude et sortir de cet enfer, sortir de là. Elle a expliqué à Grace, lorsqu'elle a expliqué à Grace qu'elle avait perdu un enfant et que cet enfant n'était même pas de elle, qu'elle avait été attrapée par un homme et que cet homme avait abusé d'elle. Quand elle avait expliqué que cet homme avait abusé d'elle, que cet enfant n'était même pas d'elle, enfin, si, de elle, mais qu'elle ne l'avait pas voulu.
C'était un enfant involontaire et elle ne pouvait pas avorter. C'était interdit selon les lois de Briarcliff. Et depuis quand Briarcliff interdisait l'avortement, avait répondu Grace. Lana s'est retournée et a regardé sœur Marie-Eunice qui rentrait à l'intérieur. En frappant des mains, elle a demandé à tout le monde de se réunir. L'homme qui était dans le coin avec son aiguille était toujours en train de se l'enfoncer dans son bras. Alors que sœur Marie-Eunice est arrivée, elle a retiré l'aiguille et l'homme s'est reclus alors dans un coin sombre. On ne l'a plus vu, mis à part ses mains qui frappaient contre le sol. Il était en train de se frapper contre le mur car on pouvait entendre sa tête frapper. On pouvait entendre sa tête frapper et il frappait tout son côté droit contre le mur. Quand sœur Marie-Eunice est arrivée, elle a réuni tout le monde dans la salle de cinéma. Dans une salle de cinéma qui avait été mise, un grand voile qui avait été mis contre un mur. Il y avait plein de chaises et tout le monde est allé s'asseoir. Mettant alors tout le monde en rang correctement, mettant tous les prisonniers en rang correctement, essayant de les faire s'asseoir. Lorsqu'ils étaient assis, la séance avait commencé. Sir Jude est arrivé, présentant le film de ce soir. C'était l'occasion ou jamais de s'enfuir. Pendant qu'on s'était enfui, on était de nouveau dehors. Mais on s'est retrouvé face à ces bestioles. Ces bestioles nous empêchaient de sortir. Sir Jude nous empêchait de sortir par tous les moyens, ou alors nous donnait envie de sortir. Elle nous donnait envie de sortir, nous proposait des moyens divers, comme par exemple une soirée cinéma, ou comme par exemple une soirée prière, où on allait à la chapelle et ensuite on allait prier. Peut-être aussi ouvrir les cellules pour faire sortir les fous et faire une inspection à l'intérieur des chambres pour voir s'il y avait de la nourriture. Alors qu'elle faisait l'inspection, c'était l'occasion ou jamais de sortir de sa chambre, de rester contre les murs, et d'échapper peut-être au contrôle de sœur Marie-Eunice. Même si elle était possédée par le diable et que le diable lui-même dans l'enceinte de cet asile de fous, même si le diable lui-même faisait tout pour nous empêcher de sortir à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Un soir, je me suis réveillé en panique à côté de Grace.
À côté de Grace, je me suis réveillé en panique. Grace m'a regardé, elle m'a pris par les bras et elle m'a demandé ce qui était arrivé. J'avais fait un cauchemar de cette jeune sœur novice qu'on avait vue, avec des larmes noires qui coulaient le long de ses yeux. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais rêvé de ça, je lui ai dit que j'en avais aucune idée. Elle m'a rassuré en me disant que ce n'était qu'un rêve. Je lui ai dit que ça paraissait tellement réel que j'avais l'impression d'y être y retourné. Elle m'a regardé et en voulant me consoler, elle m'a dit, en voulant me consoler, en voulant me dire que tout allait bien et que ce n'était qu'un rêve, elle m'a dit, mais on y est retourné, tu te souviens pas, la nuit passée. Alors j'avais l'impression, je lui ai dit que j'avais l'impression que c'était justement la nuit passée que ça s'était. Je lui ai dit que j'avais l'impression que c'était justement la nuit passée que ça s'était produit, que c'était arrivé. Elle m'a regardé et elle m'a dit que non, c'était qu'un rêve. Quand j'ai mis ma main sous mon coussin, j'ai vu que mes mains étaient couvertes de goudron, couvertes d'une matière noire et visqueuse, la même matière noire qu'il y avait sous les yeux de cette jeune sœur. J'ai regardé mes mains et sœur Marie-Eunice est arrivée. Sœur Marie-Eunice est arrivée avec une croix qu'elle tenait en main, avec un chapelet qu'elle tenait en main, avec une croix qu'elle tenait en main, avec son pendentif en forme de croix, elle est arrivée. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» en s'exclamant. Elle a fermé la porte, a regardé mes mains. Elle a fait couler de l'eau bouillante. Je pouvais voir l'eau qui était bouillante, car il y avait de la fumée au-dessus. Il y avait de la vapeur d'eau au-dessus. Elle a trempé mes mains dedans. J'avais l'impression que ma peau était en train de fondre. L'eau était tellement brûlante, je ne sais pas si c'était parce que c'était elle qui me tenait les mains et qui était en train de me les frotter. Elle me les a frottées énergiquement avec une grande plaque en métal. Elle me les a frottées énergiquement. Quand j'ai retiré ma main de l'eau, mes mains étaient en sang. Elle me les a alors nettoyées et séchées. L'essuie était couvert de sang. Me les frottant énergiquement avec une plaque en métal pour faire alors sortir en dessous de mes ongles toutes les bactéries et toute la terre qu'elle avait trouvée. Quand elle avait pris cette éponge en métal et cette plaque en métal avec laquelle elle m'avait frotté la main,
Elle l'a posée sur le côté. Cette plaque en métal faisait partir alors tout. Elle la frottait énergiquement et appuyait fort contre ma peau pour faire partir le liquide noir. Le liquide noir est tombé dans l'eau et elle a pris alors le seau, versant l'eau à l'intérieur du seau. Elle est repartie. Je me suis couché à côté de Grace. Et Grace m'a regardé. Quand je me suis couché à côté d'elle, sœur Marie-Eunice a refermé ma chambre. Elle a ouvert alors la petite trappe de la petite fenêtre grillée et m'a regardé en me disant de dormir cette fois-ci. Quand elle est partie, elle a commencé à ouvrir la porte d'autres prisonniers. Elle a fait une inspection sanitaire, et j'ai entendu d'autres prisonniers crier. Ensuite, c'était au tour de la cellule de Lana. Quand Lana a ouvert sa porte, sœur Marie-Eunice est rentrée à l'intérieur. Sœur Marie-Eunice est rentrée à l'intérieur de sa cellule et a regardé sous son oreiller. La seule chose qu'elle avait pu trouver, c'était un stylo et un carnet sur lesquels elle avait noté des choses. Sœur Marie-Eunice s'était assise à l'intérieur de sa chambre. Elle était en train de lire ce qu'elle avait pris comme note. Il était écrit traitement de choc barbare, manière de traiter ses détenus, horrible. Elle était en train de lire ça à haute et intelligible voix, peut-être pour menacer Lana de lui enlever son carnet, son calepin, alors qu'elle était en train d'écrire un article sur Briarcliff. Ensuite, lors de l'extinction des feux, on a encore tenté notre chance, mais il était impossible de sortir. On a essayé par les catacombes, par le chemin qui menait en bas, là où il y avait les rails, de petits chariots où on faisait passer les ossements et les cadavres morts. On a tenté notre chance par là, mais c'était impossible. Nous nous sommes retrouvés encore une fois dehors. Et une fois dehors, on savait qu'on allait se retrouver encore une fois dans notre cellule. On savait que Sir Jude allait nous infliger une pénitence et allait peut-être même nous infliger quelque chose d'autre pour pouvoir retourner dans nos cellules. Il était impossible de sortir. Le diable
Lui-même et Sir Jude nous retenaient à l'intérieur. Prisonniers de nos cellules, prisonniers de nos portes, et prisonniers des règles de Briarcliff. Cet enfer était impossible à être franchi.